Assez bizarrement, c'est vrai que personnellement, c'est un sujet sur lequel je me suis relativement peu exprimé parce que d'une certaine manière, il va tellement de soi. Mais en même temps, je m'aperçois que finalement, il ne va pas tellement de soi que cela. Parce que ce que j'entends le plus souvent de la part des exégètes de Simenon, c'est que c'est un homme qui n'a pas de style. Alors je crois au contraire qu'il a peut-être un des styles les plus travaillés et les plus... comment dire, il a fallu le plus de travail pour aboutir à ce qu'il voulait, même si justement ce style, dans son aboutissement, représente un dépouillement absolu et une simplicité qui permet quasiment une communication quasiment, presque sublimée entre l'auteur et le lecteur, où la lecture est en fait une activité minime dans le travail de communication entre les deux. Et ça, pour moi, ce n'est pas arrivé par hasard, c'est vraiment une véritable volonté de la part de mon père. Il s'y est attelé pendant 10 ans avant d'écrire des romans qu'il a accepté de signer de son propre nom. Et là, on voit en revanche, par rapport à la première question, une question que vous m'avez posée précédemment, que plus il avance dans son œuvre, plus il avance aussi dans la capacité réellement d'atteindre ce dépouillement de plus en plus total, où chaque mot représente beaucoup plus que le mot par lui-même, mais ces mots ont été sélectionnés au fur et à mesure de son apprentissage pour réellement exprimer beaucoup plus que le mot lui-même. Et alors, je commence avec les mots, mais il est évident que lorsque l'on lit des passages de romans de mon père à haute voix, on s'aperçoit qu'il y a un rythme, qu'il y a une véritable musique dont il était parfaitement conscient, parce qu'il a toujours dit, enfin toujours, je me souviens de certaines de ses interviews où il considérait que lorsqu'il commençait un roman, pour lui, il les comparait certaines fois à des sonates, d'autres fois à des fugues de Beethoven, de Bach, etc. Et donc c'est une espèce de musicalité rythmée qu'il essayait de recréer dans son écriture. Je suis convaincu que ça contribue à la pérennité de l'œuvre aujourd'hui, c'est que ça correspond aussi à un mode, enfin ça rejoint un mode de lecture qui va devenir de plus en plus développé, j'en suis convaincu, avec les nouvelles technologies, c'est qu'on ne peut plus lire comme on lisait il y a 100 ans, où on rentrait dans un roman pour n'en sortir que 3 semaines plus tard ou 4 semaines plus tard, et où les descriptions, les phrases faisaient partie du plaisir ressenti par le lecteur. Aujourd'hui, le lecteur a besoin d'une sensation immédiate. C'est une espèce de contact quasiment physique et charnel avec l'œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit le cinéma, que ce soit la sculpture, la peinture. Et je pense que ce style de mon père permet justement cela. J'ai essayé de comprendre ce que tout le monde exprime par cette magie Simenon. La première phrase d'un roman de Simenon, vous êtes dedans et puis vous n'en sortez qu'à la dernière phrase. Donc on est happé. Pourquoi ? Parce que, entre autres, je pense que l'effort de lecture est poussé à son minimum, mais qu'en revanche, la capacité d'absorption de tout ce qu'il y a dans le roman, cet effort minimum crée une capacité d'absorption maximum de la part du lecteur. Et ça, c'est très fort, parce qu'on ne le retrouve pas chez beaucoup de romanciers. Toutes ces œuvres ont soit déjà fait l'objet d'une adaptation, en tout cas d'une au minimum, certaines de plusieurs, et que je crois il y en a 2 qui n'ont pas encore été adaptées, mais qui sont en cours sur l'adaptation desquelles nous sommes en train de travailler. Alors, écoutez, il se fait que là, la sélection c'est un hasard, mais il n'y a aucune adaptation que je trouve, je les trouve toutes formidables. Que ce soit La neige était sale, pour le cinéma, La vérité sur Bébé d'Onge, qui sont des films qui datent des années 50, des films de cinéma. Les Innocents et La mort de Belle, tous les deux pour la télévision, mais La mort de Belle déjà, une adaptation par Molinaro aussi dans les années 50.
on devient son propre metteur en scène parce qu'il nous donne tous les éléments nécessaires pour cela. Et en fait, chacun construit son propre film à partir de ces éléments. Mais ce n'était pas du tout un processus inconscient. Il y a suffisamment de traces dans ces interviews et dans ces commentaires pour s'apercevoir que c'était un véritable travail qu'il faisait totalement consciemment et consciencieusement, bien entendu aussi.